C'est bien joli. Donc voilà, sans public, c'est pas mal comme ça. On verra les festivals qui tombent les uns après les autres. Pour le moment, pas de nouvelles du festival d'été. On verra. Georges Gauma est au bout du fil, notre sociologue sympathique qui nous parle de l'Afrique une semaine sur deux et qui va nous parler de la situation de la pandémie en Afrique. Georges, bonjour. Bonjour Caro. Alors comment vas-tu, Georges? Écoute, on est confinés, on va comme tout le monde, figure-toi, Caro. Comme tout le monde, exactement. Voilà. On est tous dans le même bateau, c'est planétaire. Mais comment va la situation, Georges, en Afrique? La dernière fois qu'on s'était parlé, on se disait c'est une bombe à retardement, littéralement, l'Afrique. Pour le moment, l'Afrique du Sud semble plus touchée que le reste des autres pays, mais encore là, on réussit, j'ai l'impression, à contenir un peu tout ça, là. Ou alors, c'est pas arrivé encore. Qu'en est-il de la situation? Contenir, je ne sais pas si on peut parler en termes de contenir, puisque si les chiffres qui nous sont donnés sont à peu près corrects, l'observation qui frappe à l'œil nu, c'est que ça ne s'étend pas en Afrique, et tant mieux comme cela. Hein? Les chiffres, la fois passée, on n'avait pas des chiffres comme ça, mais là, je me suis préparé aujourd'hui, Caro, pour avoir un peu les derniers chiffres. Par exemple, assez rapidement, on voit très bien que un certain nombre de pays africains, les cas restent minimes. Le Nigeria, par exemple, avec 139 cas, le Cameroun avec 139 également, la Centrafrique avec 6, la Guinée équatoriale avec 14, le Gabon avec 7, l'Angola avec 7, Zambie avec 35, le Congo-Brazzaville avec 22, la RDC à côté, le grand pays, avec 109, la Namibie avec 11, l'Afrique du Sud, comme tu l'as dit là, Caro, 1353, donc 1353, assez proche des pays de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord avec l'Algérie avec 584, le Maroc avec 638, la Libye avec 10 seulement, et l'Égypte avec 710 quand même. Donc tu vois un peu les pays maghrébins assez proches de l'épicentre en Europe, l'Espagne, la France et l'Italie, tout le tralala, c'est le bassin méditerranéen, ça, hein, autour du bassin méditerranéen. Donc c'est là où on voit les cas qui sont un peu les plus élevés. Bon, maintenant, ça c'est des cas qui sont relevés, mais au niveau des morts, il n'y en a pas assez quand même encore en Afrique. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y en a pas assez? Est-ce que c'est parce qu'on on n'a pas le décompte ou parce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut se fier sur les chiffres? On va pas aller le chercher ailleurs que dans les chiffres qui nous sont balancés. Aussi bien entre les cas que les personnes qui affluent dans les hôpitaux, tels qu'on les voit en Europe, aux États-Unis, à New York, et même chez nous ici également. Donc les gens, si c'est l'OMS qui distille ces chiffres-là, donc l'OMS a toute la latitude également de suivre ce qui se passe en Afrique. Mais ce qui est bien vrai, les hôpitaux en Afrique ne reçoivent pas des vagues, des personnes qui arrivent comme étant, n'est-ce pas, atteintes de la pathologie. Certainement qu'il y a des malades. Mais jusqu'à preuve de contraire, les médias ne nous ont pas rapporté des morts par rapport à cela. Et la dernière fois, Caro, on avait parlé un peu, mais pourquoi, à peu près, quels sont les facteurs explicatifs de la situation de l'Afrique par rapport à la Covid-19? Est-ce que la chaleur a un effet, puisqu'il fait chaud généralement en Afrique? Est-ce que les climats chauds ont un effet sur ce virus ce virus terrible? On peut se demander. Bon, les Africains sont en général aussi des personnes qui sont confrontées à des pathologies qui ne sont pas ici en Europe ou aux Amériques, qui sont des pathologies des pays tropicaux, comme le paludisme, et qu'on lutte contre le paludisme par la chloroquine, la quinine, la nivaquine. Ça, c'est des choses que les Africains connaissent très bien, puisque, voilà. Et ces médicaments n'ont pas été développés à la dimension mondiale parce que ça ne se pose pas en Europe ni ailleurs. Oui, effectivement. Donc, peut-être je m'avance comme ça, je ne suis pas un scientifique dans ce sens-là, mais on ne peut interpréter que ce que nous avons sous la main là. Hein? Donc, ce qui est bien clair, c'est que jusqu'aujourd'hui, d'une manière générale, la psychose sur le continent africain existe bel et bien. La psychose, hein, ça bouge de
partout. Un peu plus loin, on va en parler certainement, il y a l'exode rural, c'est-à-dire des gens qui sont en ville, qui prennent le chemin du village, repartir et trouver, n'est-ce pas, peut-être la sécurité au village là-bas. Mais ils oublient que, en prenant les transports pour aller au village, pour ceux qui sont contaminés, c'est une façon d'emmener dans leur sillage aussi le virus et de risquer de l'étendre aussi dans les zones rurales, des gens qui sont un peu en sécurité dans leur village ou des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre de choses, de problématiques qui se posent à ce niveau-là. Voilà. Dans une ville comme la mienne, puisque je suis en contact presque quotidiennement avec Brazzaville, il y a des mouvements. Hier, alors, il y avait des mouvements extraordinaires, des gens qui se ruaient vers les centres où on prend des bus pour fuir la Covid-19 au village. Et en même temps, des accidents, des gens qui font des accidents. Dans cette précipitation, on a vu des images effroyables, des accidents qui se font et des gens qui crèvent. On fuit le Covid pour aller mourir en chemin. Ben oui, c'est des dommages collatéraux terribles. Des dommages collatéraux. Et puis aussi, l'autre chose que je voulais dire un peu, c'est l'impréparation des gouvernants là-bas. C'est-à-dire que ils ont pris du temps, n'est-ce pas, à montrer l'importance de la chose, parce que le Covid-19 existe bel et bien, et les Africains sont également à risque de cette pathologie, pas comme les autres là. Mais les responsables africains, d'une manière générale, et le mien davantage du Congo-Brazzaville, qui ont réagi très 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 en retard. Et quand on réagit sur des choses, c'est comme si on fait du copier-coller, c'est-à-dire que les mesures de confinement telles qu'on les observe ici, est-ce qu'on va les appliquer de la même façon en Afrique? Ça, je n'en sais rien. Et c'est pas des mêmes situations. Ouais. Ici, au Québec, on est confiné, mais nous continuons à travailler à la maison. On travaille à la maison. Oui, on a la possibilité de se faire livrer à manger, ou de sortir une fois par semaine pour aller faire ses emplettes et rentrer à la maison, rejoindre les membres de la famille confinés. Mais en Afrique, il y a une sorte de promiscuité existentielle en Afrique où les gens, de toutes les façons, beaucoup ne travaillent pas, beaucoup ne vivent que de la débrouillardise et que les infrastructures ne sont pas de sorte que les gens doivent être confinés à la maison et manger. Là, on prépare aussi une autre catastrophe humanitaire. Et si on confine les gens en Afrique parce que les gens ne mangent que quand ils sortent, oui, quand ils sortent pour aller chercher à manger. Mais si les gouvernants n'ont absolument rien fait dans ce sens à accorder aux populations des moyens d'existence à peu près corrects, mais les gens vont crever parce qu'ils n'auront pas à manger. C'est impensable de confiner les gens, et tu vois très bien que le confinement ici au Québec, chez nous, ça se fait selon des méthodes très civilisées. Mais en Afrique, quand on donne le quitus aux forces de l'ordre de réprimer les gens qui ne restent pas à la maison, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'on bastonne les gens comme il n'est pas permis, et surtout quand on a affaire à des régimes dictatoriaux et tyranniques comme à Chronique d'Afrique noire, nous avons pris l'habitude depuis un certain nombre d'années de le mettre en évidence pour que le monde voit comment est-ce que on traite du monde, mais avec la cofidis, pour des gens qui ont peur évidemment de la pandémie en tant que telle, et qui n'ont rien à manger, et qui sortent pour aller chercher à manger, et qui trouvent la police et se faire bastonner. Il y a quand même quelque chose. La problématique est très différente. Tu nous pointes ça là vraiment, puis ça nous arrive en plein visage. Effectivement, c'est deux réalités très très différentes. Et qu'en est-il? Bon, c'est vrai qu'on le disait d'entrée de jeu dans la chronique, Georges. On sait pas tout de ce vaccin-là scientifiquement parlant. Il semble que la chaleur quand même soit pas un effet dissuasif, parce qu'on l'a bien vu en Espagne, en Italie, mais quand même, somme toute, on verra là. Est-ce qu'en Afrique il fait juste un peu trop chaud pour pas que ça ait d'effet? Je sais pas. Mais on sait, en tout cas, chose certaine, que le vaccin a un effet, s'attaque aux personnes âgées. Je sais que tu es spécialiste, tu es sociologue, spécialiste des populations âgées.
Là-bas, en Afrique, là, il n'y a pas de... Corrige-moi, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y a des résidences pour personnes âgées? Non. Tout le monde vit ensemble en famille, est complètement là. différente de la réalité en Occident. Oui. La réalité du vieillissement en Afrique, le vieillard ou les vieux, tu sais qu'en Afrique, on peut parler d'une personne, le vieux, la vieille, ça ne pose aucun problème. Il y a le rapport à la rhétorique déjà. On utilise des mots qu'il faut. Ici, on parle de plus en plus. Aujourd'hui, ici en Occident, on évite même de prononcer le mot vieux ou de la vieillesse. On parle de l'âge adulte très avancé pour éviter de dire le mot vieux. Bon, mais ça c'est l'histoire de l'Occident, de la manière dont il a évolué avec ces expressions, parce qu'on vit dans des sociétés qui nous ont accordé tellement des conditions de vie extraordinaires qu'on a peur de mourir, et donc par essence on a peur de vieillir, puisque la vieillesse est un peu le pas vers la mort. Voilà l'Occident qui rejette la mort. Mais en Afrique, ce n'est pas trop cela. On a peur de la mort, il est bien vrai, mais les personnes âgées sont intégrées dans la société. Il n'y a pas de maison de retraite en dehors de certaines congrégations religieuses d'obédience occidentale et qui, évidemment, dans leur activité, parfois aident les personnes âgées. Mais ce n'est pas une réalité fleuve comme ça y est ici. Donc, mais c'est bien vrai que les personnes âgées, le corps humain reste unique. Ça, c'est clair et net. Et donc, quand il y a des microbes qui l'affectent, ça affecte les personnes âgées ici beaucoup plus que les jeunes. L'Afrique aussi, c'est pareil. On a beaucoup d'exemples des personnes, des Africains qui sont morts de la Covid-19. Caro, tu as entendu parler de Manu Dibango, par exemple, le grand musicien camerounais, l'un des meilleurs saxophonistes au monde, le Soul Makossa, tout le monde se souviendra de ça, mais il est décédé de la Covid-21. 19, pardon, je parle de 21, de 19. Donc, il y a beaucoup de personnes africaines qui meurent de la pathologie. Bon, mais Caro, tu as parlé du vaccin. Parlons-en un peu. Oui. Parce que là, je vais faire écouter à nos auditeurs un petit extrait d'une émission qui s'est passée en France sur la chaîne de télévision LCI. Et il s'agit de deux médecins, de deux docteurs. Il y a le docteur Jean-Paul Mira, qui est un directeur de recherche à l'INSERM, et puis il y a un autre qui s'appelle le docteur Camille Lotte, qui est chef de service de réanimation à l'hôpital Cochin. Il parle de l'éventualité d'un vaccin. Je vais faire écouter à nos auditeurs et puis nous reviendrons. Ça dure pas longtemps, hein. D'accord. C'est une petite minute. Alors, Caro, tu as entendu quelque chose? Difficilement. Peux-tu juste nous résumer un peu, Georges, écoutez, pour résumer, voilà, c'est deux chercheurs, deux professeurs, et qui parlent de l'éventualité d'un vaccin en Afrique, de tester des choses en Afrique. Oui. Parce que, disent-ils, faire une étude expérimentale en Afrique où il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réanimation, et puis il dit aussi, comme pour certaines études chez les prostituées, on essaie des choses parce qu'on sait que dans ces groupes-là, hautement exposés, on sait qu'elles ne se protègent pas, et ainsi de suite, et voilà. Donc voilà un peu ce genre de raisonnement par des personnes indiquées, des grands chercheurs abracadabrantesques, et qui savent très bien que en ce moment et concrètement le cas est très 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 manifeste en Italie, en Espagne, en France, dans un certain nombre de pays.
et que l'Afrique, avec les chiffres qu'on a donnés, sont à cet état. Donc, on préfère aller faire, plutôt que de faire là où la chose se passe, on préfère aller faire en Afrique. Et la comparaison faite avec, dans les études du sida, ils évoquent l'étude du sida où on a fait chez les prostituées et ainsi de suite, on perd son latin à ce genre de choses. On ne dit pas qu'on a besoin d'un vaccin. On a besoin d'un vaccin. Ça, c'est clair et net. Mais la situation, elle est mondiale. Elle est mondiale. Mais pourquoi est-ce que ne pas faire ce vaccin et tester, évidemment, dans les pays qui sont beaucoup plus à risque, où on enregistre des centaines et des centaines de personnes qui meurent par jour. Donc là, on s'interroge. Ce n'est pas sûr. L'idée, c'est bien de vacciner les gens. Mais pourquoi aller vacciner des gens là où la situation est légère, et relativement légère par rapport là où ça se pose? Ouais. C'est pourquoi il y a des analyses qui font des rapprochements quand même assez, en disant, écoutez, est-ce que l'Afrique a un problème? La population, quand on voit le raisonnement de Bill Gates, on est trop nombreux sur la Terre, et donc les Africains l'Afrique, c'est le continent qui produit le plus contingent des personnes, finalement, entre guillemets, indésirables pour le monde que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est quand même ahurissant. Moi, personnellement, ça me choque à un point tel que... Tu vois un peu, Caro? Mais tout à fait, oui. Donc, je ne comprends pas, parce que il y a beaucoup de documents qui existent qui vont avec cette observation farfelue que le monde est il y a trop de monde, et que l'Afrique, il y a trop d'Africains, et qu'il faut mettre tout pour, n'est-ce pas, essayer de réduire par des méthodes inconsidérées la population de l'Afrique. En Afrique du Sud, il y a eu quand même un programme, autant l'apartheid, de stérilisation de femmes, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des choses comme ça. La situation est tellement grave et tellement dangereuse de se permettre encore à des analyses abracadabrantesques. Oui. De toute façon, Georges, le vaccin, là, c'est pas pour demain. On n'en est pas là. Il semblerait que ça prendra au moins, en tout cas, possiblement 1 an. On verra. Mais bon. Georges, je te remercie beaucoup, là, de nous avoir fait un portrait de la situation en Afrique. On se croise les doigts pour que ça reste avec des chiffres bas comme ça. Caron, on se croise surtout les bras, les doigts, pas les bras. Ah, mais les bras aussi, peut-être. Pour que les recherches qui sont faites puissent apporter des résultats assez rapides dans les milieux où la COVID-19 fait des ravages. Et nous ne sommes pas à l'écart de cela. On nous avait dit que peut-être dans quelques semaines, ça va revenir, mais le pic semble ne pas être atteint, et on encourage évidemment qu'on puisse, n'est-ce pas, réduire un peu la portée de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est pas terrible. Oui. Georges, je te souhaite le meilleur. Merci. Dans ton confinement. Prends soin de toi et à nos auditeurs également. On se fie sur toi pour suivre la situation en Afrique. Absolument. Merci. Merci infiniment, Georges. Bon, nous, on fait une petite pause publicitaire. On se retrouve de l'autre côté dans quelques instants. Emmanuel Doprado sera avec nous pour nous parler de désinformation au temps de la COVID-19.